Bon, bonjour à tous. Merci de votre présence pour passer une petite heure avec nous sur une civilisation en réseau est-elle encore désirable? C'est une proposition qu'on fait avec évidemment un point d'interrogation qui sera aussi important que les différents mots du titre. Alors cette proposition, elle est faite par donc la chaire Reset. Je vais y revenir. Et donc j'interviens avec mes amis et collègues Jordan et Antoine. Qui vont se présenter chacun, hein, ma foi. Donc Jordan Provost, donc je suis doctorant au Centre des mondes modernes et contemporains à l'Université Bordeaux-Montaigne et je suis chargé de développement de la chaire de recherche Reset, réseau électrique et société en transition. Bonjour, alors je m'appelle Antoine, je suis étudiant en Master 1 à l'Université de Bordeaux-Montaigne en histoire économique. Mon mémoire porte donc sur l'entreprise Lucasfilm. Et j'ai intégré la chaire Reset il y a moins d'une semaine, donc c'est mon premier événement officiel au sein de la chaire. Mais c'est le plus compétent de cette table. Voilà, et donc moi je suis Cyril Abonnel, je suis à la fois coordinateur de la chaire avec le professeur Christophe Bounot, professeur en histoire économique à l'Université Bordeaux-Montaigne, qui est le titulaire scientifique de la chaire Reset. Et je suis aussi, je travaille pour Enedis sur la transformation numérique et l'innovation collaborative. Je dirais que la plus belle collaboration pour moi qu'Enedis mène en ce moment depuis 2017, c'est bien la chaire Reset, puisque le talent n'attend pas le nombre des années. On a initié ça donc avec le professeur Christophe Bounot pour travailler sur, je dirais le monde d'aujourd'hui, les sociétés en transition. Donc les S entre parenthèses là, permettent évidemment de jouer sur la polysémie des mots société et des mots transition. On va y revenir. Mais le parti pris, c'est de faire confiance à des jeunes étudiants qui sont en master d'histoire, de sociologie, de médiation des sciences. On a Laura qui est dans l'ombre, mais qui a beaucoup travaillé avec nous sur la partie, la préparation de cette conférence, mais aussi la partie multimédia et les réseaux sociaux sur lesquels on va monter en puissance. Et donc l'objectif, c'est de travailler sur différents thèmes tout à fait concrets, par exemple des nouveaux cas d'usage comme l'autoconsommation collective d'électricité photovoltaïque. Mais aussi le déploiement de compteurs communicants Linky, la réception, la perception positive, négative. Donc on est à la fois dans des choses très concrètes et on espère partager avec vous quand même quelques idées qu'on a sur l'importance des imaginaires et leur épaisseur historique depuis plusieurs siècles maintenant, à la fois sur l'électricité en tant que telle, mais aussi dans sa relation à la puissance qui peut être bienveillante ou qui peut faire peur. Voilà, donc la chaire Reset, c'est une quinzaine d'étudiants aujourd'hui sur différents territoires, la Gironde et Bordeaux, mais aussi la Dordogne, le Lot-et-Garonne, et on commence à avoir des partenariats à l'échelle nationale, puisque la semaine prochaine, on sera dans un groupe de travail sur l'autoconsommation collective avec le laboratoire de l'économie sociale et solidaire. Voilà, donc une présentation rapide de la chaire, et maintenant, je vais passer la parole à Antoine qui va ouvrir, à Jordan. Sur le dialogue entre culture de l'électrification et culture de l'anticipation. Ouais, pour compléter un peu ton propos, Cyril, donc ça fait 2 ans qu'on explore justement cette dimension sociétale des réseaux électriques, qui est plutôt abordée souvent sous un angle très technique. Donc là, en effet, on met en exergue notre bagage d'historien, sociologue, médiateur aussi. Et là, c'est la 2e année donc on vient au BGF. Donc là, on a l'occasion et la chance de pouvoir s'exprimer ici. Donc merci beaucoup d'être venu. Et justement, on va explorer à cette occasion la relation en fait un peu d'incidence entre une culture bien connue, très pop, la culture d'anticipation à travers ses différents supports artistiques, littéraires, mais aussi donc ces différents sous-genres, donc la science-fiction. Donc là, justement, qui ont intégré ces voies de la démocratisation très tôt. Et l'idée, c'est de l'observer justement à travers cette rencontre avec la culture de l'électrification, qui est un peu moins connue. Et qu'on peut rattacher en fait finalement à travers 2 aspects cette culture de l'électrification. La première qui repose beaucoup sur les arts et la culture, donc les arts plastiques principalement, la littérature aussi beaucoup, enfin la proto-science-fiction, on le verra tout à l'heure. Mais aussi finalement ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on n'est pas du tout des spécialistes de la question, il faut quand même le préciser. Mais là où on est un petit peu plus spécialiste, c'est aussi sur le contexte dans lequel finalement s'opèrent ces genres et sous-genres et se développent, et leur incidence avec une autre culture, celle finalement des usages et des pratiques, celle qui nous emmène progressivement en fait au tout électrique domestique et qui revient finalement
à l'idée qu'on ne voit même plus l'objet électrique en soi. On appuie sur un bouton, la lumière arrive. L'objet réseau et sa complexité et ses ressorts psychologiques, culturels et son imaginaire, et même sa mystique quelque part, sont maintenant très lointains, et notamment à l'heure finalement de l'effacement du réseau. Ça c'est des questions qui se posent aujourd'hui. Et je crois que c'était un petit peu l'occasion aujourd'hui de revenir sur tous ces sujets, de mettre un petit peu notre bagage d'historien, de sociologue et de geek ou pseudo-geek, je sais pas, je connais pas trop bien l'appellation, je vais pas trop m'aventurer là-dessus, mais de remuer, mettre tout ça dans une corbeille, tout remuer et voir un petit peu ce que ça donne et finalement se balader un petit peu autour du réseau à travers cette petite heure. Voilà, peut-être juste effectivement avant de passer la parole à Antoine, compléter le fait que Enedis est partenaire depuis 3 ans maintenant de l'espace Makers, devenu l'espace, le label Tech, et ça nous a paru assez naturel finalement avec à la fois les organisateurs du Bordeaux Geek Festival et initiateurs du club Arthur Dent, d'élargir finalement la discussion ou ces interrogations autour des enjeux et des valeurs clés qui animent le club. Donc l'élargir et donner la parole à la chaire Reset pour pouvoir trianguler, j'ai envie de dire, entre tout ce qui relève de la culture science-fiction qu'on a envie de prendre tout à fait au sérieux, des connaissances historiques sur toutes ces technologies, mais avec un parti pris qui est humaniste à travers les sciences humaines et sociales. Et enfin, tout ça pour contribuer à des réflexions qui peuvent être d'une certaine manière politiques sur comment améliorer et mieux vivre ensemble, en prenant appui sur donc des connaissances ou on va dire de la créativité pour aller sur le champ artistique. Oui, donc concernant cet imaginaire électrique finalement dont nous allons parler, on peut se rendre compte que les premiers jalons sont très anciens puisqu'ils remontent à l'Antiquité. En effet, dans les différentes mythologies, on réalise qu'il y a de nombreuses figures qui donc manipulent ce pouvoir électrique sous forme de foudre et de tonnerre, notamment, qui montrent donc l'ancienneté et la puissance de cet imaginaire, par le biais donc de nombreuses figures très puissantes, parfois situées au sommet même de ces divers panthéons divins que nous allons aborder. Donc l'exemple le plus évident pour les Occidentaux, je pense, c'est la figure de Zeus, évidemment, le roi des dieux dans la mythologie grecque, et donc Jupiter, son pendant dans la mythologie romaine. Il est le maître de la sphère céleste, il en contrôle les dynamiques météorologiques, faisant donc s'abattre la foudre, qui est symbole de son pouvoir et parfois de sa fureur divine. Il manie pour cela un attribut qui est dénommé le foudre, et non pas la foudre, qui est donc un faisceau en fait, de dards enflammés qui fut forgé par les 3 cyclopes ouraniens qui sont les oncles de Zeus. Donc si l'on part du côté de l'Inde, dans la mythologie védique, qui est l'ancêtre de l'hindouisme, on trouve une figure un petit peu équivalente à Zeus, qui est Indra, le dieu de la guerre et de l'orage, et qui se situe lui aussi au sommet de la hiérarchie divine. Il est le maître des cieux, souvent représenté, comme vous pouvez le voir, monté sur un éléphant blanc, et il manie le Vajra, qui est donc un attribut semblable aux foudres maniées par Zeus et qui lui permet de déchaîner ses pouvoirs électriques. Autre figure bien connue pour les Occidentaux, c'est bien évidemment Thor, l'une des principales divinités du panthéon nordique, qui est donc le dieu du tonnerre. Il est le plus puissant des dieux guerriers et il possède de grands pouvoirs, commandant notamment à la foudre et au tonnerre par le biais de son marteau Mjolnir, que tout le monde connaît bien. Ensuite, pour sortir un petit peu de ces 3 grandes mythologies, on va parler des mythologies amérindiennes, au sein desquelles on retrouve également un dieu de la foudre, qui est donc personnifié par une même créature mythique dans différentes cultures et porte différents noms. Donc c'est soit Tlaloc chez les Aztèques, Illapa chez les Incas ou encore Tchak chez les Mayas. En Afrique subsaharienne, par exemple chez les Yoruba au Bénin et au Nigeria, on retrouve la figure du dieu du tonnerre Shango, qui est une grande divinité guerrière dont le pouvoir s'exprime une fois de plus par la maîtrise de la foudre.
Dans la mythologie japonaise, on a le dieu Raiden, qui est le dieu du tonnerre et qui déchaîne la foudre en frappant sur son tambour. Et dans la mythologie taoïste, en Chine, la foudre est l'attribut de Leigong. Donc on se rend compte finalement que dans le monde entier, il y a une présence souvent proéminente de divinités liées à la foudre et au tonnerre. Celles-ci jouissent fréquemment d'une place d'importance au sein de leur panthéon respectif et sont le réceptacle d'une grande puissance. Donc l'électricité dans sa forme divinisée, finalement, semble se manifester comme un objet qui est foncièrement intercivilisationnel. Pour s'éloigner de ce cadre donc mythologique et pour dériver vers la pop culture... Attends, pour te couper un tout petit peu du coup, parce que sinon ça fait trop préparé. Vas-y. C'était aussi, c'est vrai que c'est intéressant cette notion, on pourrait se dire qu'on est finalement loin du réseau dans cette approche. Moi j'étais un peu sceptique un petit peu au départ, mais en échangeant finalement ça m'a convaincu. Ouais. C'est l'idée qu'en effet la mise en réseau, la première mise en réseau des hommes, la première finalement mise en société, c'est un ciment finalement social, la religion et finalement cette mythologie qui apparaît ici à travers finalement là je sais même pas si on a mis un S à civilisation quelque part mais c'est que là on a quand même quelque chose qui est en tout cas dans sa dimension transcivilisationnelle ou potentiellement transcivilisationnelle, donc ça serait peut-être un truc à interroger par la suite. Moi, ça m'intéresserait beaucoup qu'on continue à bosser sur les questions de manière un peu plus approfondie après. Et il fallait montrer aussi, alors je sais pas si Laura on peut passer la slide suivante sur la suite. Voilà, là c'est important quand même de le montrer, moi j'y tenais beaucoup, parce qu'on montre Raiden après. Ah, c'est encore après, bon ben c'est pas grave, tant pis, j'ai raté mon effet d'annonce. Ah voilà, il fallait qu'il apparaisse Raiden de Mortal Kombat, parce que l'idée aujourd'hui aussi, au-delà de ça, c'est de nous amuser un petit peu quand même, et de revenir à des références qui nous ont beaucoup marqué, notamment moi qui ai bientôt 30 ans. Et voilà, je voulais un petit peu m'amuser en conférence, j'ai pas souvent l'occasion de le faire à l'université, donc merci de me supporter. Donc pour continuer dans cette voie-là, on va faire un petit voyage dans la pop culture pour parler donc de figures qui manient l'électricité, la foudre ou le tonnerre comme un pouvoir, et la transition idéale entre les figures divines que l'on vient d'aborder et celles dont on va parler par la suite. Ça me semble être le personnage de Palpatine, donc, ou Dark Sidious dans Star Wars, qui est donc un Sith, antagoniste absolu des Jedi, et qui ont donc le pouvoir spécifique, ou presque, de maîtriser l'énergie électrique par le biais d'éclairs de force qu'ils envoient sur leurs ennemis pour leur provoquer donc des dégâts. Donc Palpatine est la parfaite transition, dans le sens où c'est à la fois la figure du mal incarnée dans la trilogie originale, qui se situe donc au sommet du panthéon des méchants qui sont développés dans ces trois films, et il est par là une sorte de Zeus maléfique, mais aussi un tyran, donc il est entre la divinité et le dictateur, ce en quoi je trouve qu'il constitue un personnage très intéressant. Pour donc continuer dans ce voyage pop culturel, je vais donc aborder les différentes figures ayant le pouvoir de manier l'électricité dans différents médias, que ce soit donc différents univers, plutôt l'univers des super-héros, les mangas et les jeux vidéo, avec évidemment des fois certaines parties qui se recoupent. Donc notamment dans l'univers des super-héros, évidemment, les personnages qui manient l'électricité comme pouvoir sont légion. Ils maîtrisent ce qu'on appelle donc l'électrokinésie, qui est la capacité d'un être vivant à créer ou manipuler l'électricité à volonté en canalisant de l'énergie psychique et corporelle. Ce nom est composé de racines grecques, donc électro qui signifie électricité et kinésis qui signifie mouvement. Donc dans les comics et les films de super-héros, la maîtrise de l'électricité et de la foudre est un pouvoir qui est souvent exploité, notamment par Tornade, figure prépondérante au sein des X-Men, qui a la capacité de maîtriser les éléments et notamment les orages et les éclairs. Toujours dans l'univers Marvel, on a Electro, un antagoniste récurrent de Spider-Man, qui a la capacité de capter l'énergie électrique afin de la déchaîner sous forme d'éclair, donc comme un pouvoir d'attaque, ou encore pour augmenter sa vitesse. Dans le film Les 4 Fantastiques de 2005, Dr Fatalis également a le pouvoir d'absorber de l'électricité et de lancer des éclairs ou de perturber le réseau électrique. Ce pouvoir qu'il n'a pas dans les comics mais qui est exploité dans les films.
Pour parler un petit peu de l'univers d'ici, on retrouve aussi des personnages maîtrisant des capacités similaires, à l'instar de Shazam ou encore de Lightning Lad. Ensuite, dans l'univers des mangas, on a également une pléthore de personnages qui maîtrisent ce type de pouvoir. Dans Pokémon, de nombreuses créatures existent du type électrique, à l'instar évidemment du célèbre Pikachu, qui peut libérer donc de puissantes décharges électriques. Dans Naruto, Kakashi et Sasuke maîtrisent le Raiton, qui a un pouvoir lié à l'électricité. Dans One Piece, on retrouve également Enel ou Ener, ainsi que Luxus Draer dans Fairy Tail. Donc on voit que c'est quand même une figure assez souvent développée, notamment dans des mangas très populaires. Dans les jeux vidéo, évidemment, de nombreux personnages existent maîtrisant ce type de pouvoir, puisque c'est une plateforme qui se prête très bien à finalement la démonstration visuelle d'un tel pouvoir. Dès 87, dans le jeu Megaman, on retrouve un personnage dénommé Elecman qui, comme son nom l'indique, maîtrise donc l'énergie électrique. Et par la suite, de nombreux autres exemples ont fleuri, à l'instar de Raiden, dont on parlait, protagoniste proéminent de la série Mortal Kombat et aussi dieu du tonnerre. Donc là, ça reprend la figure mythologique que l'on a abordée plus tôt. Mais aussi dans des jeux plus récents, notamment dans le jeu Infamous, on a le personnage de Cole McGrath qui est doté de pouvoirs électriques, ainsi que dans la série Devil May Cry, le personnage de Nevan, The Lightning Witch, qui maîtrise elle aussi l'électricité. Donc voilà, ça fait un peu liste, ce n'a pas pour but d'être exhaustif, mais de montrer une omniprésence finalement de l'électricité sous forme de pouvoir dans la culture geek au sens large. Ça démontre également l'existence d'un vaste imaginaire autour de l'électricité, de l'Antiquité à nos jours, donc en reprenant le petit retour vers la mythologie que l'on a fait. Elle est donc perçue comme un pouvoir aux capacités destructrices, mais aussi comme une promesse de puissance. Puissance de celui qui la manie, que l'on peut retrouver dans son utilisation énergétique, où elle est en effet, à son tour, garante de puissance. Elle est une forme finalement de pouvoir invisible, qui permet de faire circuler des informations à très grande distance, de parler à l'autre bout du monde, d'apporter la lumière dans la nuit ou encore d'infliger des dégâts. Et pour faire un parallèle avec les usagers que nous sommes tous finalement aujourd'hui, on peut être présenté nous-mêmes à nouveau comme des réceptacles de toute cette puissance, possédant à notre tour donc le pouvoir électrique que l'on peut déchaîner en appuyant sur un simple bouton. Et justement, là, à la fin de ton propos, j'allais te couper, en fait je t'ai laissé finir, j'ai bien fait. Justement sur cette notion de puissance et quelque part de domestication de l'électricité, c'est quand même un élément très fort qui revient. Donc là, tu as rappelé toute cette notion justement, voilà, de puissance, de pouvoir, de déification de notre objet d'étude. Mais il y a aussi l'électricité comme objet domesticable. Et là justement, c'est un élément qui est le fruit de beaucoup d'approches pour le coup d'anticipation, et ça dès le 19e siècle. Et vraiment entre le 19e et le premier tiers, élargi même la première moitié du 20e siècle, là vraiment on a un croisement entre culture émergente en France de l'anticipation et de l'électrification à travers ce prisme justement de la domestication et de ses effets. Jusqu'où l'effet de la domestication poussé à l'extrême finalement, quelle société on peut anticiper à une horizon plus ou moins lointaine. Alors pour ça, donc, je me suis permis d'aborder un petit peu Albert Robida. Alors je pense qu'il y a beaucoup plus de spécialistes au BGF que moi sur Albert Robida, notamment Natacha Vazdrer qui intervient actuellement sur la question. Mais moi je vais juste simplement l'aborder à travers la question d'une de ses œuvres. Donc le XXe siècle, La vie électrique, donc, qui est un roman illustré donc, qui paraît en 1890 et dans lequel il appréhende finalement un avenir proche puisqu'il essaie d'imaginer un petit peu à quoi va ressembler la société en 1953. Et finalement, on se rend compte qu'il est justement dans toute son œuvre, dans toute cette approche, on pourrait dire, là je reprends un petit peu les termes de Daniel Pérez Zapico, je pense qu'il codifie la perception de l'électricité. Et ça c'est vraiment intéressant, parce que Robida il est vraiment imprégné dans toute son œuvre des évolutions, des révolutions, des évolutions incrémentales en fait, de son environnement électrique,
du télégraphe qui est déjà au début, premier tiers du 19e qui commence à se développer. Il imprégnait toutes ces petites innovations du quotidien et aussi à la mise en place plus large aussi des réseaux électriques. Et il essaie justement de comprendre l'électricité dans cette double perspective, à la fois dans la structuration du réseau à échelle large et dans l'insertion progressive de l'outillage finalement, de ce petit bagage d'outils électriques dans le quotidien et qu'est-ce que ça peut produire. Donc c'est assez intéressant là-dessus aussi, parce qu'il anticipe ce qui pourrait être ce début des années 50, où l'homme peut par exemple contrôler la météo grâce à l'électricité. Donc en 53, apparemment, on peut diffuser en fait, une impulsion électrique dans l'atmosphère pour contrôler la météo. On voit aussi dans son œuvre, là, on peut le voir à travers l'œuvre de droite, finalement une évolution du réseau électrique qui passe par une densification, qui même une omniprésence dans l'espace physique de la ville, l'omniprésence du réseau. Il y a quelques éléments aussi, moins imperceptibles, mais on est dans l'idée déjà en 1890 que l'électricité va participer à l'accroissement des rendements agricoles. Alors vu comme ça, c'est pas hyper sexy, mais en 1886, clairement, quand on laboure son champ avec un arrière, c'est-à-dire avec 2 bœufs et une grosse machine qui pèse 500 kg et qui n'est pas mécanique du tout, qui n'est pas motorisée, pardon, on est vraiment dans un cadre où oui, on est dans l'anticipation. L'électricité va en fait changer finalement la phase de la production, la phase dans l'occupation, la technicisation finalement de la ville. Et justement, on est déjà dans cette première anticipation finalement de l'accroissement et du développement des réseaux. Donc pour ça, c'est une anticipation qui finalement prend corps au fur et à mesure des décennies. Aussi, ce qui est intéressant d'évoquer, c'est ce que je disais au départ, c'est cet usage domestique. Il y a un objet qui est très régulièrement repris et qui est assez parlant, c'est le téléphonoscope qui est évoqué donc, par Robida. Ce fameux téléphonoscope qui est une sorte donc, d'écran qu'on pourrait avoir dans chaque foyer, qui permet d'avoir toutes les informations à peu près en temps réel. Grosso modo, c'est une sorte de BFM TV couplé d'un Skype, MSN, Slack, tout ce que vous voulez, qui permet de rester connecté entre citoyens et d'être informé. Donc c'est assez rigolo. Et justement, il n'y a pas que cet aspect finalement d'amélioration de la vie quotidienne, de développement, de ce prisme du progrès qui est évoqué chez Robida, parce qu'il a une forme d'humour noir. Tu m'arrêtes Cyril si je dis des bêtises, mais il a une forme de scepticisme dans cette approche où finalement on finit par se griller les neurones à force de techniciser l'objet, de techniciser la société. Et il y a beaucoup de cette notion aussi d'empirisme, de données, de société gérée à travers l'accumulation de données. Ça, c'est quelque chose qui est très présent. Et finalement, il se fout un petit peu de la tronche du big data. Il se fout un petit peu de la tronche de la Smart City, parce que là en fait on a une Smart City avec cette espèce d'objet chelou là qui est une sorte de baleine volante métallique. Donc là on est aussi dans cette culture de la science-fiction où ça vole, on est dans ces éléments justement urbains, où on pourrait presque imaginer la Smart City qui est aussi un prisme technologique particulièrement repris aujourd'hui dans les différents argumentaires qu'on peut retrouver dans la transition énergétique. Donc ça c'est, en tout cas dans la dite transition énergétique, ça c'est plutôt intéressant à mentionner. Et justement, pour lui, il y a un petit espace vital qui, dans ce monde où les gens finissent par se griller les neurones à force d'être surconnectés et entourés de technologie, donc dans cette société techniciste, c'est ce petit bled d'Armorique, ce petit coin d'Armorique qui est une réserve naturelle sans réseau, hors de tout cet univers technique, où finalement on peut encore observer l'être humain tel qu'il était finalement à l'état presque naturel, si je puis dire. Donc ça m'intéressait vraiment de le ramener cette approche avec cette espèce d'élan en fait, de volonté d'observation du monde à travers le prisme du progrès, mais déjà avec une première teinte dès 1890, une première teinte de scepticisme et finalement un regard finalement assez sombre, même s'il est assez drôle, assez humoristique, un regard assez sombre sur ce que pourrait en fait devenir c'est peut-être un des premiers technocritiques finalement. Effectivement, au moment où il s'exprime, on a aussi en parallèle, on l'a pas. On le met moins en avant, mais parce qu'il est peut-être plus connu. Il y a évidemment toutes les œuvres de Jules Verne, qui, elles, voient tout le côté très positif et d'augmentation de puissance. Cette domestication, on peut la comprendre de deux manières. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est l'augmentation de la puissance de l'homme dans sa maîtrise des éléments. Mais on va voir aussi qu'avec l'ambition de la déployer et d'en faire profiter un maximum d'êtres humains, il y a peut-être un effet de banalisation aussi. Il y a une historienne, là, Fabienne Cardo, qui l'avait très bien écrit en 1987. Il y avait un colloque sur
l'électricité et ses consommateurs. Donc elle disait, une fois isolée dans la nature et comprise par les scientifiques, une fois domptée par la technique, l'électricité n'entrait sur le marché énergétique qu'en séduisant des clients, en construisant son réseau et en devenant objet de consommation. Donc là, l'effet finalement de maîtrise assurée par un ensemble de techniciens et de savants pour ensuite arriver jusqu'au bouton de voilà, moi comme vous, il y a un effet finalement un peu de corde à nœud c'est une puissance indirecte, mais qui du coup perd probablement aussi en charme et en puissance en termes d'imaginaire. Donc l'imaginaire a continué à être occupé par l'électricité. Par contre, dans ses réalisations concrètes, on avait, Robida là, dans les années 1890, c'est le début de la. On est on va dire en phase d'apogée en termes d'imaginaire, d'exposition universelle. 1881, l'exposition universelle à Paris, c'est vraiment le point de départ d'une certaine manière de l'appropriation par le public du caractère merveilleux. Et ça a duré quelques décennies, donc jusqu'au début 20e. Je pense qu'on va le voir aussi ensuite avec la Fée électricité de Raoul Dufy, qui est en 1937. C'est la dernière grande exposition. Mais cet imaginaire potentiellement... je pense qu'il y a aussi toutes les craintes liées à Prométhée. Et là aussi, on est dans la mythologie. C'est-à-dire, si on va commencer à s'approprier le pouvoir des dieux, à un moment donné, on va avoir des problèmes aussi en tant qu'humain, quoi. Et ça, cet imaginaire-là, dès le début du 19e, parce que là, avec Robida, on est plutôt à la fin du 19e, mais dès le début du 19e, il y a eu ce pouvoir d'imagination de Mary Shelley avec Frankenstein, quoi. Oui, parce que en effet, d'ailleurs, le titre complet de l'ouvrage, c'est Frankenstein ou le Prométhée moderne. Donc on rebondit complètement sur ce que tu étais en train de dire. Et en effet, l'électricité est alors perçue comme un pouvoir permettant finalement d'égaler le divin, puisqu'il permet de créer la vie, bien que ce soit une dérive complète de l'usage. Puisque dans le roman Frankenstein de Mary Shelley, donc, qui est sorti en 1818, qui est un roman gothique, donc, qui fut un précurseur important de la science-fiction, on voit le docteur Victor Frankenstein qui amène à la vie une créature constituée de la somme de multiples cadavres grâce à l'énergie électrique, comme on peut le voir l'installation sur la photo, avant d'être dépassé lui-même par sa création. Et il s'est inspiré pour... excusez-moi. Il s'est inspiré pour son ouvrage des expériences de Luigi Galvani, qui est un scientifique qui étudia au XVIIIe siècle l'action en fait, des fluides électriques sur les membres inférieurs de grenouilles mortes et qui constata les mouvements et convulsions de ces dernières, ce qui donna donc l'idée à Mary Shelley de pousser finalement ce délire-là plus loin et d'imaginer une créature complète ramenée à la vie par l'énergie électrique. Donc là, finalement, on a pu observer ce petit déroulé un petit peu bricolé, mais finalement, on observe les dérives, en fait, les dérives, ce qu'on peut considérer comme des dérives, finalement, de l'exploitation de l'objet électrique, et ce qui dénote un petit peu, finalement, de la vision qu'on peut avoir à partir des années 30, de la vision portée aussi par l'État, par l'industrie française à ce moment-là, sur la notion de progrès technique. Alors là, en fait, ouais, je vois que je passe Stranger Things et tout. Je suis désolé, je t'avais coupé. Mais ouais, on vous parlera pas aujourd'hui de Stranger Things. Je suis désolé. Désolé, c'est fini. Mais peut-être juste, de fait, 1930, c'est la fin d'une période sur laquelle tu vas pouvoir revenir. Mais ce qui est intéressant aussi, Antoine a commencé à l'évoquer, c'est qu'est-ce qui a nourri l'imaginaire de Mary Shelley. Et en l'occurrence, c'était effectivement les expériences de Galvani, qui est connu aussi d'un point de vue très technique pour la galvanisation, qui est des techniques qui sont encore employées aujourd'hui. Hein. Mais c'était tout cet imaginaire qui était aussi très lié aux lumières sur les progrès scientifiques et l'exploitation des fluides, se dire est-ce qu'entre le fluide vital, les fluides comme l'électricité qu'on ne comprenait pas très bien, il y avait un certain nombre d'expériences, là c'est juste de gravures de la fin du 18e sur l'électricité dite naturelle. Et on voit que petit à petit, de la foudre mythologique ou des dieux, on arrive, grâce aux savants et aux différentes générations de savants, à comprendre mieux les phénomènes
pour arriver à les maîtriser et à ce moment-là se dire on va pouvoir soigner la paralysie, c'est une des illustrations, mais on va pouvoir aussi donc aller se parler, c'est Edison et son téléphone, le télégraphe. Donc toute cette succession amène finalement à ce que j'évoquais là de Fabienne Cardot, l'historienne tout à l'heure, c'est-à-dire que on sort du laboratoire ou des laboratoires pour pouvoir commencer à aller industrialiser. Et en 1911, l'un des entrepreneurs qui a permis d'électrifier le Sud-Ouest, ça c'était les travaux historiques du professeur Christophe Bouneau, il disait, donc Jean Estrade en 1911, la clé du problème de l'électricité est exclusivement dans le développement aussi étendu que possible de sa consommation. Donc au-delà de la maîtrise scientifique et de sa compréhension d'un point de vue phénomène physique, il y avait cet enjeu de le structurer en tant que marché, et ça passait par le réseau. Donc pendant très longtemps, effectivement, Laura affiche là la fée électricité de Raoul Dufy, qui est un tableau de 1937. Sur ce tableau, qui est de la réalité virtuelle avant l'heure, parce qu'au musée d'art moderne de Paris, c'est en fait un énorme tableau dans lequel on peut s'immerger, puisqu'il fait, j'ai plus les chiffres exactement. C'est 250 panneaux et c'est, je crois que j'ai noté, c'est 10 par 60 et je parle en mètres, donc c'est ultra monumental quand même. Voilà, et de fait l'installation elle est en forme de parabole pour justement immerger l'observateur. Donc d'ailleurs sur le site aujourd'hui internet du musée d'art moderne, on peut avoir une visite 360 de la fée électricité. Mais sur ce tableau, en fait, on a sur tout le côté droit, plutôt en dominante verte, c'est l'histoire des différents scientifiques qui ont justement à la fois observé, commencé à comprendre pour ensuite maîtriser. Au milieu, trône en majesté, une centrale thermique. Et sur toute la droite, c'est toute la partie des usages et plutôt le côté léger, festif, la maîtrise de la nuit pour faire la fête, pour danser. Et la représentation un peu précise de réseau sur cet immense tableau, c'est quelques mètres carrés seulement. Donc ce n'était pas un sujet d'intérêt à l'époque, les réseaux. Et forcément, nous, ça nous interroge et ça nous intéresse au niveau de la chaire I7. On se dit que la place des réseaux dans l'imaginaire, elle a été très peu présente, mais il n'y en avait pas besoin parce qu'on était à la fois sur l'objectivation de cette puissance électrique et ensuite ses usages. D'abord sur le côté évidemment éclairage et maîtrise de la nuit, avec tous les fantasmes que ça pouvait représenter, et donc le côté festif aussi de la lumière. Mais cette année 1937, c'est la fin des grandes expositions universelles, donc un peu la fin du caractère merveilleux de cet imaginaire électrique incarné par la fée électricité. Mais c'est aussi, peut-être, je ne sais pas si tu veux compléter sur la fée électricité, Jordan, ou pas. Non, mais je te couperai, t'inquiète pas. Voilà, non, parce que je voulais passer sur un autre tableau qui est le transport des forces. Ce qui est intéressant à savoir ou à redire, c'est que la fée électricité de Raoul Dufy, c'est une commande de la Compagnie parisienne d'électricité. Donc c'était de fait une commande pour aller vers la création du marché et frapper l'imaginaire des Français, des Parisiens qui étaient autant de futurs consommateurs et clients. Tandis que le transport de force de Fernand Léger, c'est un tableau qui est contemporain. C'est aussi il a été aussi réalisé pour l'exposition universelle de 1937. Et lui, c'était une commande de l'État français. Donc ça, c'est un autre type d'imaginaire qui surfe sur la puissance de l'électricité. Et donc le transport de force, c'est bien cette idée que la force de la foudre et de ces différents dieux dans les différentes civilisations, effectivement, elle a été domestiquée. Et donc, elle est transportée, à la fois elle est domestiquée dans sa production. Ce qu'on voit là, c'est l'hydroélectricité qui est au milieu du tableau. C'est aussi, évidemment, avec l'arc-en-ciel, c'est bien l'idée que c'est ces puissances célestes qu'on arrive à maîtriser dans sa production et dans son transport, parce qu'on a un peu un écheveau là, de métal et de réseaux qui apparaissent aussi dans le tableau, bien plus que dans la fée électricité. Donc ça, c'est l'imaginaire de puissance que... C'est aussi l'État-nation, la France, qui affirme sa puissance dans son industrie et dans sa maîtrise des éléments naturels. 1937, on est quand même à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Donc on a ces deux imaginaires qui sont à la fois pour donner envie aux citoyens, aux individus de devenir autant d'usagers et de consommateurs d'électricité. Et on a cet imaginaire de puissance à l'échelle d'une nation pour s'affirmer dans le concert des nations justement
Donc là, entre deux guerres. On revient finalement à la civilisation industrialiste occidentale pour le coup. On resserre un petit peu l'étau sur la question à travers en effet cet effet d'entraînement du progrès et cet effet d'entraînement social où l'idée en effet, donc avec travers la l'électricité, c'est d'emballer les masses. C'est un petit peu le cas avec l'exposition universelle et ça marche. Finalement, le transport de force, ce serait finalement manifester la puissance de l'État-nation. Ce qui est justement le prisme d'observation à l'époque, en tout cas de l'État-nation à travers justement la question de l'industrie. Alors jusqu'où ça nous emmène tout ça ça doit nous emmener normalement sur un élément assez important dans les consciences, c'est que l'électricité, c'est censé emmener une utopie, en tout cas un imaginaire qui en fait arrive très vite, c'est-à-dire l'idée du mieux vivre, du mieux être, en fait cette quête du bonheur. Là aujourd'hui on est un peu blasé, on ne sait pas trop ce que c'est le bonheur, on s'en fout plus ou moins, etc. À l'époque si, c'est être pleinement dans le tout électrique. Et ça fait l'objet d'une construction à la fois étatique, sociale, technique. Et ça c'est un élément qui est vraiment extrêmement important à prendre en compte dans la construction des imaginaires. Et par la suite, finalement, la construction d'une culture du tout électrique. Une autre culture, celle des pratiques et des usages. Et je ne sais pas si Cyril, si tu veux revenir aussi là sur les différentes campagnes. Effectivement, là, le BIP, BIP, c'est le bulletin d'information et de propagande sur les applications de l'électricité. Donc c'est intéressant, évidemment, le mot propagande, c'était de la publicité déjà à l'époque. Hein. Mais ça, c'est des illustrations donc, à la fois dans le monde agricole et aussi dans le monde de la maison, avec le chauffage, mais il y avait aussi des dossiers sur le froid, sur l'éclairage. C'est cette idée, je vais encore citer Fabienne Cardo, hein, cette historienne, qui dit à l'habillé de merveilleux comme ils l'ont fait. Les vulgarisateurs ont accompli cette tâche fondamentale pour le passage de l'innovation à l'usage du quotidien, qui est la préparation des esprits à la consommation. Donc d'autres d'ailleurs historiens parlent de création d'utopies nécessaires, parce que finalement il faut aider les futurs consommateurs à éveiller leurs désirs pour ensuite comprendre qu'ils en ont besoin et passer à l'acte d'une certaine manière. Du moment que le réseau arrive chez eux, ça c'est les techniciens qui s'en occupent, à ce moment-là on peut commencer à consommer en faisant d'autres choses. C'est aussi un peu tout le paradoxe et l'ambiguïté de l'électricité. C'est un bien de consommation, on consomme l'électricité pour faire autre chose. Là, donc, il y avait les bulletins tout à fait, je dirais, qui se voulaient informatifs, détaillés, pédagogiques. Et on a évidemment, en complément, des explications très simples qui aussi font appel à l'imaginaire, hein, avec l'imaginaire du Père Noël en l'occurrence. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on demande au Père Noël des objets électriques qui sont, certains on en a toujours, hein, comme des cafetières, d'autres on en a moins, là, les fers à friser, encore que, ils ont tous évolué évidemment. Mais on voit que c'est sur les usages, les fondamentaux de la vie et du mieux vivre, comme disait Jordan. C'est-à-dire que c'est le chauffage, c'est l'hygiène avec la possibilité de se laver, donc pour acheminer l'eau aussi, c'est la cuisson pour l'alimentation. Et donc il y a eu, ces imaginaires ont été très bien compris par tous les publicitaires et propagandistes qui ont largement surfé sur leurs compétences aussi de créativité pour proposer des publicités comme celles qu'on voit. Là où encore, je pense qu'on en a... Alors, ça s'est aussi croisé avec, même si ça a commencé entre l'entre-deux-guerres et ça s'est vraiment démultiplié après la Deuxième Guerre, là, c'est des travaux qui ont beaucoup commencé avec l'American Way of Life, en fait. Hein. C'est l'idée de consommation, pas de limite, on va pouvoir rationaliser, c'est le taylorisme qui rentre dans les maisons, la libération aussi des femmes dans leur capacité à orchestrer leur vie et à se libérer des tâches ménagères pour les déléguer à du matériel électroménager. Ça, c'est Paulette Bernège en France qui a joué un rôle très important pour aller porter cette bonne parole des merveilles de l'électroménager. Donc là, on est sur la propreté, l'efficacité, la capacité à bien recevoir aussi ses amis et sa famille chez soi. Donc c'est tout un développement finalement qui s'est bien passé, je dirais, avec pendant plusieurs décennies. En deux temps, parce qu'il y a aussi quand même l'électrification, ces campagnes de pub dans les serres urbaines. Et il y a l'électrification aussi rurale. Aujourd'hui, on bosse sur des vieux fonds d'archives en Dordogne des années 50 sur le village électrique en Dordogne, où on voit justement une campagne, là pour le coup, régionale, départementale, où l'entreprise se déplace pour montrer en fait les vertus du tout électrique, de l'électroménager, justement en mobilisant des spécialistes, en faisant des petites expositions
de robots bien sympas, type réfrigérateur, tout et n'importe quoi. Ah, super. Mais du coup, c'est vrai que ça met vraiment en évidence. Et alors, on le voit à travers l'organisation de ces petits événements où on voit des hordes de femmes en milieu rural qui viennent écouter un chef cuistot qui explique comment on sert de la cuisine du tout électrique. Et là, je reviens un peu à ce que disait Cyril. C'est ce prisme de la libération, finalement. On se libère des tâches. Mais c'est tout, les femmes se libèrent des tâches et le mieux-être apparaît d'abord par une première forme de libération de la femme à travers donc on est dans un espace très évolué, on le voit, mais c'est une réalité et c'est quelque chose, c'est un construit d'État et finalement ça a un effet d'entraînement social et c'est une réalité et c'est aussi sur ces ressorts, ces imaginaires, ces perceptions, ces représentations que se construit finalement cette société du tout électrique. Donc ce tout électrique, on va dire qu'il aboutit à quoi? Donc, dans les années 70, 80, on peut dire que le mieux-être électrique, il est plutôt abouti, en tout cas en France par exemple, où l'électrification rurale est en grande partie aboutie. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'une fois abouti, cet aboutissement technologique et physique, quelque part, on le voit plus. Il fait plus rêver, il fait plus spécialement rêver, c'est devenu normal. Et on revient un peu à notre propos initial, on appuie sur le bouton et ça allume la lumière et finalement on s'en fout un petit peu. Et là, je crois qu'on est vraiment dans le bout du mieux-être, alors qu'on n'est pas du tout au bout du progrès technologique. Et finalement, ça annonce une période finalement un peu différente dans les représentations culturelles du réseau. Donc, je ne sais pas si tu veux. Si. Enfin, juste de manière très rapide, en fait, ce qui se passe avec cette réussite, on va dire, concrète de démultiplication du réseau, d'amélioration de la pénétration de tous ces appareils électroménagers, c'est que l'électricité jusqu'au début 20e, c'était du luxe. Donc là, on est dans une autre forme d'imaginaire aussi, de distinction. Du luxe, ça s'est démocratisé en confort, et de confort, c'est devenu presque banal, et même aujourd'hui, c'est un droit. On a le droit à l'électricité, c'est une commodité. Et forcément, une commodité, ça ne fait pas rêver, parce qu'on a tous envie de se distinguer d'une manière ou d'une autre, que ce soit en se projetant dans des imaginaires comme ceux qu'on a dans des imaginaires du merveilleux, ou en se projetant, du moment que c'est devenu accessible à tous, il faut trouver d'autres ressorts pour se projeter et se distinguer. Je pense qu'au même moment, en fait, avec toute cette consommation, et y compris d'appareils électroménagers, de services qui ont été permis par l'électricité, il y a aussi beaucoup évidemment de questionnements qui arrivent avec cette société de consommation qui consomme la nature et l'environnement sans forcément s'interroger, où il n'y en a que quelques-uns qui s'interrogent, qui sont technocritiques ou qui raisonnent aussi sur la technoscience, et j'ai envie de dire des descendants de Robida, il y en a un certain nombre, et notamment donc Laura a affiché la partie blackout, c'est cette idée on maîtrise de manière prométhéenne le feu, la lumière, et on a domestiqué la nuit, sauf que quand tout ça tombe en rade, pour une raison X ou Y, d'ailleurs c'est pas le sujet, eh bien c'est un peu un retour à la case départ, voire pire, parce qu'on a pris des habitudes de confort justement, d'éclairage ou de chauffage ou de climatisation s'il fait chaud, et on est privé brutalement, on peut être privé brutalement de toutes ces possibilités. Là, l'image qui apparaît à l'écran, de fait, c'est une photo de New York. Donc, c'est pas seulement dans les films que ça arrive, ça peut arriver dans la réalité. Des fois, la réalité dépasse la fiction. Des gens comme Oscar Wilde l'ont très bien écrit. Et c'est aussi une réalité, là, en 2019, au Venezuela, puisque, je veux bien que tu passes le slide suivant. Alors, là aussi, la question, elle n'est pas tellement de... est-ce que c'est pour une bonne, pour une mauvaise raison? Est-ce que c'est le président en place ou le président, celui qui aimerait être président? Là, juste l'illustration, c'est... Il y a une petite image du réseau électrique. En fait, il y a un problème à côté d'une centrale hydraulique qui alimente 80% du pays. Comme en fait, la réparation elle a été compliquée et qu'ensuite il y a eu une autre panne à la fin du mois de mars. Il y a des raisons techniques qui s'expliquent très très bien. Mais de fait, ça met dans le désespoir le plus absolu, et certains s'en remettent à la religion pour espérer retrouver du courant, et donc du smartphone, de la télévision, du chauffage. Donc c'est ce qui peut faire objet d'œuvres de fiction et malheureusement de la réalité pour un certain nombre d'acteurs ou de Vénézuéliens en l'occurrence
dans le monde. Oui, parce que c'est vrai qu'en plus de cette réalité autour du blackout, c'est aussi une thématique qui a été, depuis les années 40, reprise par les auteurs de science-fiction, justement, pour nous mettre en garde contre une société dans laquelle les réseaux seraient donc trop présents et mal contrôlés. Comme c'est une énergie qui est devenue fondatrice de nos sociétés occidentales et même au-delà, il est nécessaire de se poser la question de ce qu'il adviendrait si cette énergie-là était amenée à disparaître, ou en tout cas à ne plus être disponible pour nous. Et on voit ça dès 1943, en vérité, dans le roman Ravage de Barjavel. C'est donc un récit dystopique qui révèle le pessimisme de son auteur à l'égard de l'utilisation du progrès scientifique et des technologies par l'homme, et qui nous montre un monde dans lequel, donc, comme nous le sommes à l'heure actuelle, un monde construit sur l'énergie électrique et qui développe les conséquences donc, de la disparition d'une énergie qui était devenue indispensable. Et cette thématique a aussi été reprise plus tard, dans les années 70, dans Blackout à New York, qui est un film de Eddie Matalon, et qui cette fois-ci exploite davantage au niveau des conséquences le chaos et l'absence de sécurité qui deviendrait la norme si cette énergie-là était amenée à disparaître. Ça a été également repris dans un téléfilm français avec Florent Pagny qui s'appelle Blackout et qui a été produit en 2009. Une fois de plus, l'Europe se retrouve donc plongée dans le noir et le chaos, mais aussi très récemment, en 2016, dans le roman Blackout de Mark Ellsberg. Et donc, on voit bien que cette thématique, finalement, est toujours aussi vivante depuis les années 40 jusqu'à aujourd'hui, que ce soit en littérature ou au cinéma. Quand même, hein. Avec du bon et du moins bon. Mais... Exactement. Donc oui, là on a abordé cette question de la dérive à travers cette dimension très forte de la théorie de l'effondrement, finalement de la collapsologie. On en parlait hier avec Monsieur Bewix, mais finalement donc là c'est quelque chose qui est structurant dans les années 70-80. Il y a beaucoup d'événements, on ne va pas passer 3 heures dessus, mais qui construisent aussi une psychologie de l'effondrement dans laquelle le blackout en fait fait pleinement partie, et notamment à travers le cinéma. Aussi, il y a un autre versant dystopique aussi qui est abordé, c'est le développement de la technologie au point où justement on arrive à une forme de dépassement. Et là, on le voit justement à travers cette image, parce que du coup, pour réviser ce genre de conférence, moi je regarde pas mal de séries évidemment. Et là, on est dans un épisode de Black Mirror, c'est pas le meilleur d'ailleurs, je trouve, mais qui est assez intéressant parce que là, on a finalement des gens en train de pédaler. Et donc ils pédalent, c'est donc une sorte de gens aliénés, obligés de pédaler pour alimenter une société qui tourne un peu en rond, basée sur une société de loisirs à outrance, et qui en fait arrive j'ai envie de dire, la débilité la plus complète, c'est-à-dire et à s'auto-entretenir. Donc là on est dans un système où finalement pédaler pour produire de l'élec, finalement c'est propre, hein, c'est sympa, mais pour alimenter un système qui est un non-sens profond et qui sert juste finalement à emmener à l'aliénation totale de l'être humain. Et je sais, Cyril, que tu as pas mal réfléchi aussi à ces questions et que ça te plaît pas mal. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette idée d'exploitation de l'énergie humaine, elle est déjà, par exemple, dans la machine à explorer le temps de Wells, où là aussi on a finalement certains êtres qui sont au service d'autres. Et en même temps, aujourd'hui, on se dit, pour éviter justement de passer par toutes les infrastructures, de consommer des énergies non renouvelables, on a aussi ce genre de vélos qui sont disponibles dans notre environnement aussi. Mais cet aspect aliénation, là encore, en termes d'imaginaire, on peut l'avoir en tant que citoyen, à se dire, mais finalement, est-ce que la superstructure ne me dépasse pas ? Mais ce qui est aussi intéressant, et je pense qu'il y a un décalage dans le rapport au temps entre les techniciens, les ingénieurs qui essayent toujours d'anticiper la suite. Et on peut parler de contraintes d'exploitation. Et aujourd'hui, dans les villes durables ou smart city ou sur les smart grids, on essaye d'anticiper les futurs usages où il y aura par exemple l'Internet des objets qui va se démultiplier. Donc on aura beaucoup plus
d'objets à connecter, de capteurs à alimenter en énergie. Donc l'effet d'anticipation technique pour répondre aux futurs besoins peuvent devenir finalement de l'auto-référencement pour ensuite que d'autres, que justement les consommateurs arrivent et utilisent les infrastructures déployées. Donc cette non-connexion entre les usages et les développements technologiques, il y a une manière dans la science-fiction de l'interroger, c'est soit, donc on a vu les films comme Black Mirror, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'Uchronie. Donc là, sur la puissance de l'imaginaire électrique, on a Victor Fleury là, qui a écrit des œuvres récemment qui sont L'Empire électrique et L'Homme électrique. C'est intéressant parce qu'ils se projettent finalement dans des siècles qui ne sont plus les nôtres, mais qui permettent là encore de se dire, et si on n'avait plus d'électricité, aussi au contraire on avait tel ou tel type de puissance. Voilà, donc je veux bien effectivement qu'on passe à la suite. C'est aussi le genre de raisonnement qui sont utilisés non pas par des écrivains ou des auteurs d'œuvres de science-fiction, mais par des scientifiques qui essayent d'éclairer les enjeux d'aujourd'hui. Et donc, le fait qu'il y avait l'événement Anthropocène par Bonneuil et Fressoz là, qui a été écrit il y a quelques années pour justement alerter. Enfin, c'est une sorte de lutte pour capter l'attention finalement des citoyens et essayer de dire sur le changement climatique, il faut peut-être quand même faire différemment. Et dans cette veine-là, donc dans cette même collection Anthropocène au seuil, il y a Phil Biwix qui évoquait Jordan, qui vient de sortir un livre là, en avril dernier, qui est donc l'interrogation sur les rêveries d'un ingénieur solitaire. Évidemment, il fait référence à l'humanisme de Jean-Jacques Rousseau sur les rêveries du promeneur solitaire. Mais on voit que l'illustration de couverture, il va emprunter l'imaginaire de Enki Bilal, qui lui est plutôt dystopique, pour essayer de dire il y a peut-être encore des choses à faire pour infléchir la trajectoire. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans la culture d'anticipation, pour ce que j'en ai compris, parce que comme le disait Jordan, moi j'ai pas la potentiel d'être spécialiste, mais c'est intéressant de croiser avec des éléments scientifiques. On peut voir que après, dans toute la veine des quelque chose punk, il y a depuis quelques années le solar punk qui se présente et qui se propose comme de l'anti-dystopie. Donc c'est plus forcément de l'utopie, c'est de l'anti-dystopie à dire, mais et si on pourrait être en dehors du système en le contournant ou en faisant autrement et en allant vers des choses qui sont soutenables, désirables, durables. Donc c'est un temps, il y a eu au XXe siècle une sorte de naïveté dans la croyance atomique qui a non seulement permis de maîtriser d'abord d'un point de vue militaire, mais ensuite d'un point de vue nucléaire civil, toute ces moyens de production dont la France est aujourd'hui largement dépendante et qui en même temps permet qu'on puisse vivre tous grâce à ces kilowattheures nucléaires. Mais la mythologie du nucléaire, on voit après qu'elle a eu quand même elle a permis aussi une imagination négative et des imaginaires dystopiques avec Isaac Asimov ou autres. Là, on a finalement une sorte de retour à la croyance dans la mythologie solaire, avec toutes les technologies propres de production solaire. Et on voit aussi les déplacements. Ça va avec des vies en plus petite communauté. Peut-être ça serait une interrogation politique sur quel est le bon échelon d'organisation entre des communautés ou des villages par rapport à des États-nations où on est des millions. Donc voilà, c'est une proposition qui est en cours. Il y a le premier recueil, c'était au Brésil en 2012. Sur cette veine solarpunk qui est intéressante, parce que là je voudrais pouvoir citer et m'appuyer finalement sur Cyril, excuse-moi, je vais devoir te couper parce qu'on va pas tarder à cramer, on a cramé notre temps, le temps qui nous était imparti. D'accord. Donc peut-être essayer de conclure finalement assez rapidement. Je veux bien, je conclus volontiers avec de fait donc Yannick Rumpala qui est un maître de conférence en fait en sciences politiques à l'université de Nice, qui propose de prendre au sérieux finalement l'imaginaire et la science-fiction comme capacité à explorer finalement des champs et des idées pour mieux vivre ensemble. Donc il y a les propositions solarpunk, il y a aussi des alternatives qui sont pour là aussi contourner le système. L'idée, ça peut être de faire un clin d'œil quand même au dernier livre d'Alain Damasio là, sur les furtifs,
et sur le fait que tout a été mis en réseau, non seulement en réseau électrique, donc c'est une infrastructure au sens premier du terme, c'est une structure en dessous de l'infrastructure des télécommunications qui elle-même est en dessous des réseaux sociaux. Et on vivait déjà en société avant tous ces développements formidables, éventuellement au sens premier du terme, à savoir que ça peut faire peur, pour se dire on a peut-être autre chose à imaginer entre le connectif, le collectif, pour vivre ensemble, et donc mieux vivre. Donc on a les mêmes finalités qui peuvent être servies par des moyens différents selon ce dont on a peur, ce dont on rêve et ce qu'on peut désirer. On vous remercie de nous avoir écoutés. Donc, je n'ai pas terminé sur une déclaration, une ouverture intelligente. Je ne sais pas vraiment le faire. Mais en revanche, à la limite, une déclaration pratique, s'il y en a parmi vous qui sont intéressés. Là, en fait, on est en train de développer, nous, nos programmes de recherche au sein de la chaire. On est ouvert un peu à toutes les compétences et on travaille justement sur les questions de perception, de réception, d'imaginaire. Et on est emmené là à développer nos différents projets. On existe depuis 2 ans, on va sûrement exister un petit peu encore, même peut-être beaucoup. Donc n'hésitez pas à nous solliciter là-dessus si vous avez des compétences et que vous avez tout simplement un intérêt pour ce genre de sujet, que vous voulez écrire, échanger, participer à nos workshops qu'on fait un peu toute l'année. Donc vraiment n'hésitez pas à soit me contacter, on nous trouve assez facilement sur les internets comme dirait ma grand-mère. Donc n'hésitez pas. Merci de nous avoir écoutés. Et juste un élément, c'est que de fait, là c'était la première conférence de la chaire I7 dans le club Arthur Dent, mais c'est pas la dernière. Parce que donc on a cette envie avec le club et la chaire de pouvoir se retrouver pour creuser ou enrichir encore effectivement la réflexion et les échanges. Merci.